Aujourd'hui, l'enjeu, donc, c'est via l'énergie, via les transports innovants, de recréer des emplois en local. Donc, Madame la députée, qu'est-ce que selon vous, alors vous êtes spécialisée sur l'industrie, entre autres. Point 5. Voilà, on avait parlé de réchauffement climatique, il fallait s'affranchir des hydrocarbures. Votre vision en tant que députée sur l'industrie française, est-ce que vraiment on a une opportunité à saisir à court terme et qu'est-ce que vous pensez comme moyens vont être véritablement mis en œuvre? Et on a nos amis entrepreneurs qui attendent avec impatience des fonds propres, mais il y a beaucoup de systèmes qui manquent en France. On parlait de consortiums, c'est-à-dire des grands groupes qui sont prêts à financer des projets sous réserve que la commande publique, c'est-à-dire l'agglomération ou la région garantisse le paiement du service public. Est-ce qu'on parle de fiscalité, de réglementation? Quelle est votre vision par rapport à ce qu'on a tout présenté? Voilà, dans votre question, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, désolé, le sujet est riche. On va essayer de prendre point par point. Tout d'abord, faut pas cette question de réindustrialisation et au regard de l'énergie, c'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place, parce que si on regarde, les questions sont traitées de manière systématique en fait. Donc dans différents projets de loi, il y a des choses, des actions qui vont pour une réponse en tout cas à comment alors, peut-être pas réindustrialiser, moi j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un peu comme si on voulait refaire un peu Germinal et c'est pas forcément une époque qui fait rêver. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on accompagne la transformation des industries? Donc moi je suis à l'Assemblée, donc je fais partie de la Commission développement durable et aménagement du territoire. Je suis présidente du groupe d'études sur la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations et je suis également vice-présidente du groupe d'études sur la transformation justement de l'industrie manufacturière. Donc l'idée c'est plutôt ça, c'est comment est-ce qu'on accompagne le changement, vers quel paradigme, qu'est-ce qu'on veut, et tout en ayant en tête effectivement la rareté des ressources première. Donc il y a plusieurs choses déjà qui ont été mises en place. Dernièrement, là, il y a la fin des plastiques à usage unique, par exemple. Alors c'est sûr que c'est des petites actions, mais qu'il faut voir dans un ensemble. Vous avez également la feuille de route économie circulaire, et là c'est un grand pas, parce que si je rebondis sur votre vendeur de vis qui ne peut pas faire que tous les jours des gens viennent acheter un stock de vis, bah l'humain est ingénieux, et qu'est-ce que l'humain a créé pour faire que des gens viennent tous les jours acheter des stocks de vis? Eh bien c'est l'obsolescence programmée. Voilà. Et quand on regarde la feuille de route économie circulaire, aujourd'hui, eh bien, il y a des actions pour aller contre cette obsolescence. La volonté également de travailler en circuit un peu plus fermé pour moins utiliser de matières nobles. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et puis, on voit aussi émerger de nouveaux modèles économiques, comme également l'économie de fonctionnalité. Donc, moi, je suis plutôt optimiste plutôt que pessimiste. Voilà. Il y a dans la salle tout à l'heure, on a entendu de belles innovations, voilà. Et comment est-ce qu'on peut encourager ces innovations à voir le jour? Eh bien, c'est par exemple, il y a également le fonds de rupture à l'innovation qui est prévu, et on veut porter ce fonds de rupture au niveau européen aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, avec un ensemble de textes de loi qui va de la loi Egalim pour les plastiques, de la feuille de route économie circulaire, dans PAC également, dans ESSOC, pardon, dans la loi dite de droit à l'erreur, il y a également non, ça c'est dans Pacte, voilà, la reconnaissance des labels RSE sectoriels. Et qu'est-ce que la RSE, la responsabilité sociétale des organisations? Ça part de cette question centrale, et notamment dedans il y a l'investissement sur les tellement la protection de l'environnement, la protection des consommateurs, et quand on s'engage quand une entreprise s'engage dans une démarche de RSE,
au postulat de base, c'est de respecter la réglementation. Donc en fait, les démarches du RSE vont au-delà de la réglementation. Donc en termes de justement en réduction d'emballage, etc., sur cette grande question centrale. Donc voilà, je pense qu'il y a un ensemble d'actions. En fait, il faut voir tout cela comme voilà, une démarche systémique. Et puis vous avez la loi Elan aussi qui va arriver sur tout ce qui est rénovation du parc voilà, bâtiment, que ce soit public ou privé. Virginie Calmels, au niveau local, au niveau d'une agglomération comme Bordeaux, quel est, selon toi, ce qu'une agglomération comme Bordeaux, Euratlantique, peut faire? Est-ce qu'il peut aider nos amis entrepreneurs à faire émerger tous leurs projets innovants? Alors d'abord, bonsoir à tous. Je voudrais saluer le président Guy Gicquelot et le remercier de m'avoir invité, ainsi que Julien Hirondelle et toute l'équipe de la FTPE. Je trouve que c'est une belle initiative que cette discussion qu'on peut avoir, parce que c'est un sujet majeur pour la ville de demain. Et Bordeaux, avec Alain Juppé, a résolument décidé de regarder loin. On a lancé un groupe projet qui s'appelle Bordeaux 2050, donc a priori bien au-delà, et c'est bien d'ailleurs, je pense que le politique s'intéresse à une vision de long terme bien au-delà des considérations d'un mandat électoral, et en voulant que Bordeaux soit un territoire d'innovation. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Il y a effectivement les grands discours politiques, il y a les grandes ambitions. Moi je crois, parce que je suis comme vous une amoureuse de l'entreprise et des actions concrètes, je crois au pragmatisme d'exemples très concrets, très pragmatiques et de décisions politiques immédiates avec des effets immédiats. Tout à l'heure, vous avez salué les hydroliennes dans la Garonne. Voilà un exemple très concret sous l'impulsion de mon collègue Marc Lafosse, qui est passionné par ce sujet, et de professionnels comme vous qui se battent pour faire reconnaître la force de cette innovation. Et à titre personnel, je suis plus favorable aux hydroliennes qu'aux parcs éoliens qui, malgré tout, voilà, peuvent avoir des impacts sur ne serait-ce que la beauté de nos paysages, alors que nos hydroliennes, au fond, elles dérangent personne, et on a la chance avec la Garonne et le courant de la Garonne sous les piles du pont de Pierre de pouvoir faire cette magnifique expérimentation. Et je crois qu'on a besoin évidemment de l'innovation des entrepreneurs, hein, c'est-à-dire de ceux qui prennent des risques, qui créent de la valeur et qui créent des emplois dans notre pays. On a besoin, nous, puissance publique, d'accompagner ça, de les aider et voire de les financer, puisque nous avons encore, de mon point de vue, beaucoup d'argent public, peut-être trop de dépenses publiques, mais en tout cas beaucoup de capacité à investir et à porter des beaux projets si on a une vision. Donc à Bordeaux, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Je reprends aussi le projet SupraWays qui a été présenté et qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'on a un vrai problème de congestion et de mobilité à Bordeaux. Et voilà typiquement une innovation qui devrait être pitchée. Aujourd'hui, on parle, et c'est dans la presse, hein, donc je ne révèle pas des grands secrets, pourquoi pas d'un téléphérique à Bordeaux? Quand vous voyez la topographie, on ne pense pas forcément immédiatement à un téléphérique, parce qu'en général, on y pense plutôt quand il y a des collines ou des montagnes. Mais typiquement, c'est parce qu'on est obligé de réfléchir, comme SupraWays le dit très bien, à investir finalement non plus le sol, mais l'aérien. Donc je pense qu'une innovation comme SupraWays aurait tout à fait sa place pour être pitchée à Bordeaux, pour venir se rapprocher des équipes de Bordeaux 2050 et pour présenter son projet, parce qu'il est extrêmement intéressant et il fait partie de ce que, de mon point de vue, la puissance publique est aujourd'hui d'abord obligée je veux dire, si on parle de Bordeaux 2050, c'est qu'on sait que si on a des objectifs à 2050, c'est dès maintenant qu'il faut prendre les décisions. Et c'est dès maintenant, surtout sur des sujets énergétiques, qu'il faut rentrer dans une nouvelle réflexion, un nouveau cycle, des nouveaux usages, et que tout ça prend du temps. Les infrastructures aussi à construire, ça prend toujours un peu de temps. Et donc, on a besoin de se mobiliser tout de suite, maintenant. Sur Bordeaux-Atlantique,
que tu le soulignais, j'en suis présidente, oui, c'est un établissement public d'aménagement qui va construire 2,5 millions de mètres carrés en 20 ans. Ce sera avec du béton, du bois ou un peu de tout? Alors, il y aura du bois. D'ailleurs, on est assez fiers d'avoir fait le projet de la plus haute tour. Bon, à Bordeaux, une tour, ça commence à 6 étages quasiment. Hein, donc, mais là, elle est beaucoup plus haute. Mais de la plus haute tour en bois, c'est derrière aussi le soutien à toute une filière, parce que construire 2,5 millions de mètres carrés, c'est d'abord un gros potentiel, c'est permettre à beaucoup d'acteurs d'intervenir, c'est permettre aussi de l'innovation et c'est carrément développer une filière. Parce qu'un appel d'offres sur une tour en bois, par exemple, c'est pas suffisant pour porter une filière. En revanche, quand vous avez plusieurs îlots avec la volonté politique affichée de dire on va développer, par exemple, la construction en bois, là, vous pouvez avoir une filière qui s'organise et donc c'est ce qui se passe dans le sud-ouest. Bon, vous savez qu'on est un territoire qui a une belle forêt et on avait aussi besoin de porter cette filière économique bois. Donc, Bordeaux-Atlantique peut être à la pointe de l'innovation dans ce domaine. On l'est aussi dans le recyclage de déchets parce que comme qui dit 2,5 millions de mètres carrés dit des chantiers qui vont durer 20 ans, comme je le disais, avec des nuisances, avec des sujets. Et la plateforme Noé, par exemple, a vu Suez et Eiffage se mettre ensemble avec l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Atlantique pour anticiper tout ce qui est développement durable, économie circulaire, traitement des déchets, mutualisation en fait, c'est-à-dire que pouvoir offrir à tous ceux et tous les promoteurs, tous les constructeurs, beaucoup de groupes sont finalement concurrents pour le développement de projets à Bordeaux-Atlantique, mais là ils vont se mettre ensemble pour mutualiser ce qu'est le traitement des déchets, le développement durable associé à cette opération. Et donc c'est une mise en commun dans un but qui est clairement affiché de rendre les chantiers aussi les moins nuisibles pour la population durant tout le déroulé de ces opérations. Donc je pense que voilà des exemples. Je pourrais dire aussi que Atlantique facilite l'autoconsommation avec un partenaire classique qui est ERDF, enfin Enedis maintenant, et un partenaire dans le photovoltaïque. Et c'est parce qu'ils travaillent ensemble qu'on va avoir de l'autoconsommation collective sur un bâtiment avec Gironde Habitat. Bref, des actions à mon sens concrètes qui pour parfois, vous voyez, Gironde Habitat et ce projet, c'est 60 logements, donc c'est pas quelque chose de gigantesque. Sauf que je crois, moi, à la démonstration par le concret. Quand une opération marche, quand on est capable de mettre autour de la table des acteurs qui se complètent, derrière, ça peut se faire à plus grande échelle. Alors, moi, je pense, nous, vision d'entrepreneurs, c'est qu'il y a un rapprochement entre la politique pilotée au niveau national et local, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont présenté leurs projets, certaines ont pu se financer, d'autres pas, mais vraiment, les fonds propres, c'est pas quelques centaines de mille euros ou 1 million, c'est plusieurs millions d'euros, entre 5 et 10 millions d'euros. Pour monter un projet comme SupraWest, ça peut dépasser centaines de millions d'euros, mais il y a des grands groupes qui sont prêts à jouer le jeu. Donc je vais passer la parole à Virginie Pradel. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de ta vision fiscaliste et société civile, est-ce que c'est plus le législateur qui doit intervenir en termes de fiscalité, en termes de réglementation, ou c'est un mélange des deux aujourd'hui? Est-ce que c'est la fiscalité va tout résoudre en gros? Ou pas seulement. Donc moi je vais être un petit peu moins optimiste que Virginie Calmes. Non, on a plusieurs problèmes en France en matière de fiscalité énergétique. C'est bon là maintenant? Okay. En matière de fiscalité énergétique, donc là on commence à en parler de plus en plus. Parce que les Français commencent à se rendre compte que ça coûte cher de prendre sa voiture. On a un problème en France, c'est qu'on a opéré une transition énergétique, donc avec une hausse très importante des taxes environnementales, qui sont toutes liées à la contribution climat-énergie. Donc déjà, il y a un certain maquis fiscal, environnemental pour les entreprises, parce qu'on dénombre à peu près 70 taxes qui portent pour la plupart des acronymes très obscurs et que personne ne connaît. Je pense que 99% des fiscalistes ne les connaissent pas, donc pour vous donner une idée. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'en France, on a pris l'approche suivante, à savoir d'augmenter très fortement la fiscalité énergétique, donc qui va peser sur les particuliers, mais aussi sur les entreprises, parce qu'il y a une vraie question de compétitivité des entreprises
au niveau énergétique, hein, sachant que c'est un dernier pan de compétitivité qu'on a en France par rapport à nos voisins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays, en Suède, en Allemagne, au Danemark? Ils ont énormément augmenté la fiscalité verte, mais corrélativement, ils ont baissé les autres impôts, notamment tous les impôts portant sur les particuliers, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Par exemple, en Suède, ils ont baissé corrélativement de 20 points l'impôt sur les sociétés. Donc autant dire qu'on n'est pas encore là en France. En France, qu'est-ce qu'on fait? On augmente fortement la fiscalité énergétique et on continue d'augmenter la fiscalité sur les sociétés. Double peine. La double peine. Un autre exemple qui m'a particulièrement choquée, c'est la mort du crédit impôt pour la transition énergétique. Parce qu'on a quand même un gouvernement qui nous parle de transition énergétique, qui a un discours très positif sur ce domaine. Et le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui bénéficiait autant aux particuliers qu'à toutes les TPE, PME, hein, qui faisaient par exemple des diagnostics énergétiques ou qui vendaient tout un tas de matériel, par exemple des portes, fenêtres, pour améliorer la consommation énergétique des ménages et des entreprises. Ce crédit d'impôt a été supprimé alors qu'il bénéficiait à plus d'1 million de ménages et qu'il représentait plus de 1,7 milliard €. Donc voilà, il a été supprimé en silence, personne n'en a parlé. Et c'est malheureusement une incitation, enfin, j'ai envie de dire, une mesure incitative qui disparaît et on la remplace par des mesures uniquement désincitatives. Il y a encore 2 jours, j'entendais qu'on allait supprimer l'avantage diesel pour les industriels, ce qui va encore impacter forcément... Alors, il faut inciter la fiscalité verte, mais en descendant la fiscalité tout court. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une perspective globale. C'est-à-dire qu'à l'étranger, ils ont fait ce qu'ils ont appelé le Green Tax Shift. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté la fiscalité environnementale et corrélativement diminué la fiscalité des particuliers et des entreprises, donc l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Afin d'avoir une fiscalité qui reste constante. Nous, en France, on se dirige vers une augmentation quand même très importante de la fiscalité dès lors que la fiscalité normale augmente et qu'en plus la fiscalité énergétique augmente. Hein, vous voyez ce que c'est quand même inquiétant. Et l'autre point inquiétant, oui, c'est qu'on se dirige vers un système où on n'a que des mesures punitives, une fiscalité environnementale qui devient principalement punitive, alors qu'on pourrait aussi prendre des mesures très incitatives. Le CITE, alors je ne veux pas faire la promotion des niches fiscales, mais il y a quand même des bonnes niches fiscales. Monsieur a fait l'apologie du crédit d'impôt recherche, hein, qui bénéficie à quand même beaucoup d'entreprises en France. Donc là, on n'a pas encore de recul pour voir si ça va avoir un impact, hein, sachant que c'est quand même un crédit d'impôt qui existait depuis plus de 20 ans. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous... oui, mais le problème ensuite, c'est que les sociétés, une fois qu'elles ont utilisé ces crédits impôt recherche, puissent financer avec des fonds propres conséquents, parce que la problématique des PME qui ont présenté leur projet, c'est d'avoir des fonds propres conséquents pour faire un prototype, puis en faire un deuxième, et vraiment créer une industrie, une filière. Et on avait échangé avec Eric Pess en amont de cette conférence. J'ai l'impression que chaque région veut faire son pôle HQE, veut faire ses filières. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi, justement, en dehors de l'aspect fiscal et réglementaire, par exemple sur les bâtiments, que ce soit collectif ou individuel? Qu'est-ce qui manque en France? Enfin, ce qu'on devrait faire tous ensemble. Alors, je vais répondre un peu à côté puis revenir après. Parce qu'en écoutant tout le monde là, je me dis qu'on va vers une période assez noire, et très difficile. Et puis l'autre élément, c'est que j'ai l'impression que dans les villes, ici, à Porto, ailleurs, on reprise. C'est-à-dire qu'on met des totems et puis on dit c'est bien et puis on continue à construire mal. Et quand je vois la voie, alors je dis pas ça pour vous madame, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et quand je vois la loi Elan qui va supprimer pas mal les concours d'architecture, donc quelque part... une part de rêve, c'est-à-dire des architectes qui vont rêver la ville de demain et qui vont être, s'ils veulent vivre et travailler, vont devoir se soumettre aux grands groupes qui portent des noms extraordinaires. Eiffage, Eiffel. Où sont nos Eiffel? Où est Prouvé? Si on n'a pas un lieu ou des lieux où ces gens peuvent naître, c'est dramatique. Et c'est ce qui se passe.
C'est-à-dire que les villes nouvelles, vous vous rendez compte, villes nouvelles, c'est les années 70. Où sont les villes nouvelles? Saint-Quentin en Yvelines tout à l'heure, il n'y en a plus. Il n'y a plus de lieux où on peut tester. Et c'est le drame en France. C'est-à-dire que dans le bâtiment, on n'a jamais... Nous, architectes, on fait à chaque fois des prototypes. Et normalement, le prototype, quand on fait du design ou autre, il est fait pour être reproduit. Eh bien non, on ne reproduit pas. On n'invente pas de système constructif. Ici, dans la salle, il y a un monsieur, vous devez voir, Christian Dagneau, qui a mis au point, à une certaine époque, le système constructif du MES. Je crois que s'ils devaient en faire 500 000 m², ils en ont fait 5 millions, partout dans le monde. Où sont nos systèmes constructifs? Il n'y en a pas. Oui, on va faire un bâtiment en bois. Mais ce bâtiment, le bois, il vient de où, madame? Il vient de Finlande, je pense. Voilà. Oui, vous allez la faire, mais pour l'instant, il vient de Finlande. Et oui. Et vous avez des gens comme Beneteau, qui avait fait une entreprise de petits habitats dans la région de Royan. Vous avez une entreprise qui vient de déposer le bilan dans le Nord, qui était soutenue par un grand groupe. Ces gens ont déposé le bilan. Pourquoi? Ils avaient monté une filière, mais ils ne maîtrisaient pas les 4 premières transformations. L'élevage, l'abattage, le séchage, le calibrage. Donc il faut tout remettre à plat. Il faut créer, si possible, alors je dis, il faut, je ne suis pas politique, je n'ai pas de pouvoir de décision. On aimerait qu'il y ait un espace dans lequel on puisse proposer, faire et proposer sans contrainte. Juste pour voir quelque temps et développer des solutions qui demain vont donner des vraies filières, vont donner de vrais systèmes constructifs et vont permettre à notre France d'exploser, de générer de la richesse. Nous, vous savez, on vient de passer 4 ans. 4 ans à refuser toute subvention. 4 ans à refuser toute aide. On a tout financé en fonds propres. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a encore quelques temps, on ne savait pas où on allait s'implanter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une vie antérieure, j'ai développé avec des ingénieurs un logiciel qui s'appelait Architrion, pour ceux qui ont connu, qui était le logiciel de CO pour architectes avant AutoCAD. On était leader. J'en suis encore propriétaire. J'ai failli le vendre il y a 2 ans à mon ancien patron, qui est au Canada. Et quand j'ai voulu vendre les sources, pour une très belle somme en royalties, l'État français m'imposait 32% immédiatement. Donc les sources, qui sont des sources pures, c'est-à-dire qu'elles tournent sur n'importe quel système, des algorithmes purs, ils sont au grenier. On n'en fait rien. Donc ça, c'est important, c'est de définir un périmètre dans lequel des hommes et des femmes de bonne volonté, ou des femmes et des hommes, de bonne volonté, ingénieux, puissent s'exprimer hors des contraintes des lobbies, c'est-à-dire hors des contraintes des grands groupes, parce qu'ils ont une puissance, ils ont des contraintes. Et là, vous allez voir. Là, vous allez voir des produits comme le dirigeable naître, les vagues, et ainsi de suite. Ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et en plus, ces éléments-là, ils ne seront pas pris par d'autres à l'étranger. Et alors, je fais un peu de la provocation là, mais c'est aussi le résultat de 30 ans. Nous avons une toute petite agence, comme je le disais tout à l'heure, où ça fait 30 ans qu'on fait des prototypes, et quand on fait que des prototypes, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais on développe des idées. Aujourd'hui, on est en train de passer au stade de l'industrialisation. Moi, je trouve ça merveilleux. Vous voyez, vous passez de la maison à 150, 200, 300. Et ça veut dire, et on va arriver à ça, parce qu'on a aussi, je l'expliquais tout à l'heure, quand vous arriviez, j'expliquais le coût, je vais le répéter, le coût d'un escalier. L'escalier fait par un artisan, 11 000 € en France. Au Portugal, 6 500, en Pologne, 4 500, en Estonie, 1 750. Et si il est fabriqué avec la technologie 4.0 en France, 3 300 €. Ça veut dire qu'on est capable de garder les emplois et de faire au bon prix en France. Mais ça demande à ce qu'on remette les choses à plat et qu'on
qu'on soit franc entre nous. Je parle pas, voilà, c'est que on a un problème de lobby, et ce problème de lobby, il est grave parce qu'il bloque l'intelligence. Virginie Calmels et Stéphanie qui voulaient réagir, j'imagine. Non, pardon, je voulais juste répondre pour Bordeaux, parce qu'en l'occurrence, il y avait une attaque directe. Bon, moi, je ne soutiens pas la politique fiscale de notre gouvernement, actuelle ou passée d'ailleurs. Je rejoins tout à fait ce que Virginie Pradel a dit. Moi, je ne crois pas à un pays qui matraque de fiscalité, et c'est pas que pour le gouvernement actuel, malheureusement, c'est qu'on est très étatiste, jacobin, on est dopé à la dépense publique, et on croit que l'État, ça va être l'alpha et l'oméga de tout. Donc moi, je crois à l'initiative, je crois aux petites entreprises, je crois que c'est de là que viennent les innovations, et notre devoir, une fois encore, moi je donnais l'exemple de Bordeaux, puissance publique, c'est justement de permettre l'accès à des marchés, à des petites entreprises. Donc c'est l'allotissement, c'est l'information. Moi je travaille et avec la Chambre de commerce et avec la Chambre des métiers, parce que la commande publique est pour moi un levier structurant politique pour laisser des petites entreprises, et non pas des grands groupes et non pas des grands lobbies, accéder à des marchés et pouvoir promouvoir de l'innovation. Là où je réagissais, c'est sur le bois. C'est que quand je vous dis qu'on structure une filière bois, c'est bien dans le sud-ouest, c'est pas pour la Finlande, même si on est très heureux que l'Europe se développe, c'est bien pour nos acteurs locaux, parce que la forêt des Landes, elle est tout près de Bordeaux. Et donc, c'est pas pour importer du bois de Finlande, c'est justement pour permettre à une filière de se structurer. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez pas vous structurer sur un prototype. Donc, c'est pas un marché, c'est pas une tour en bois qui suffit pour structurer une filière, c'est toute une volonté politique de se dire que il va y avoir plusieurs marchés, plusieurs capacités pour des acteurs de répondre, et du coup de pouvoir se structurer. Et je pense, là encore, enfin moi je suis assez sévère aussi sur le diagnostic fiscal, mais je suis assez optimiste parce que sur le diagnostic de l'innovation et de la capacité de nos entreprises à justement apporter à la puissance publique, qui est beaucoup moins innovante et beaucoup moins visionnaire. C'est pour ça que les grands discours politiques très théoriques sont beaucoup moins intéressants que 5 pitchs d'entreprises qui apportent concrètement des solutions. Certaines auront un développement magnifique, d'autres moins. Mais je pense que de ce point de vue-là, et je suis d'accord avec Virginie Pradel, à condition qu'on n'assomme pas d'impôts, parce que là, nos acteurs économiques vont avoir du mal à survivre, mais plutôt qu'on les accompagne. Moi, je reste quand même convaincue que c'est de là que naîtra la ville de demain, avec une vision de long terme. Donc le propos d'Éric, c'était surtout de mettre ensemble les architectes de toutes les régions qui mutualisent les filières. Si j'ai bien compris, c'est pas tirer la couverture de chacun. Il n'y avait aucune, n'y voyait aucune agression. Je pense que le problème, c'est pas l'architecture, c'est même pas le bâtiment. Le problème, c'est de l'urbanisme. Donc c'est une autre échelle. Et quand je vous entends parler d'infrastructure, voilà, c'est une autre échelle. Et qu'aujourd'hui, il faut permettre à des groupes de travailler à une autre échelle, à l'échelle de la ville, et pas à l'échelle et à l'échelle de la ville de demain. Parce que oui, mais par exemple tout ce qui peut se passer comme grand vent et autres, il faut qu'on le prenne en considération. Quand on a aujourd'hui une réglementation thermique, elle prend pas, par exemple, en considération la prise au vent du bâtiment, le bâtiment il peut refroidir très très vite. C'est tous ces... Pardon ? Ouais. Je vais passer la parole à Madame la députée. Attendez, on va vous donner le micro. Donc en fait, il y a des besoins de pas légiférer, mais de favoriser un nouvel urbanisme qui n'est pas des contraintes, mais plutôt des facilités. Je vous laisse le soin, Madame la députée. Oui, non, moi, je ne suis pas urbaniste, mais enfin, il vient d'apporter un élément de réponse. Effectivement, le CITE, ça a aidé. Effectivement, c'était des aides fiscales pour, entre autres, les particuliers, pour ce qu'on appelait la rénovation, mais ça finançait surtout des portes et des fenêtres. Voilà. Mais sauf que si on ne prend pas en compte la prise au vent, et surtout que la perdition se fait par le toit,
ça sert absolument à rien. Enfin, excusez-moi, mais voilà. Donc c'est remettre. Alors par contre, effectivement, là, je pense qu'il y a également une nécessité parce qu'on a besoin de la vision technique et professionnelle des filières ou des métiers, peu importe, pour créer éventuellement de nouveaux avantages fiscaux. Mais voilà, c'est pas parce qu'on en enlève aujourd'hui qu'on met toute une filière en péril. Voilà, parce que voilà. Et puis contrairement, juste pour rebondir aussi sur parce que moi depuis 2010 en fait je travaille sur la notion donc avant d'être députée sur ce qu'on appelle les achats responsables. Donc c'est la déclinaison sur le processus achat de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Et par exemple, ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est que la commande publique n'est pas du tout ouverte et n'appelle pas du tout à la création ou à la proposition de d'autres scénarios. Et parfois même la commande on va jusqu'à définir pour une activité de pompage le type de pompe qu'il faut utiliser. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que les cahiers des charges, ils ne doivent pas être écrits comme ça. Ils doivent être écrits, on veut que ce site puisse être accessible voilà, avec des bottes ou avec des chaussures standards, mettre une obligation de résultat, mais pas la technologie qui doit être employée. Voilà. Alors, je vais essayer de tenir le timing. Jean-Marc, un dernier mot, et puis on va laisser aussi Éric Lemaire nous apporter une conclusion optimiste. Bon, un dernier et mot, on verra question-réponse. Un dernier mot, c'est pas utile, donc je donne mon temps de parole. Voilà, succinct. Il y a eu 1 milliard de trucs sur lesquels il faudrait répondre, donc c'est pas utile. Éric écoute, Éric, alors est-ce que vous avez des questions dans la salle? Voilà. Le projet sur les panneaux photovoltaïques qui a été speeché tout à l'heure, il y a un avantage que vous n'avez pas mis en exergue et je pense que ça nous intéresse en Normandie. On est un territoire où la logistique est importante, mais les hangars en fait ne peuvent pas supporter les panneaux voltaïques. Et je pense du coup que votre produit pourrait répondre à ce besoin. Donc il faudrait peut-être qu'on échange à l'issue de la conférence. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors, Ingénieur, quand on leur a dit qu'il fallait aller chercher Boeing sur son territoire, on y est arrivé. Je trouve que c'est tout à fait possible encore. La seule chose que je voudrais dire, c'est que ça fait quand même 2 siècles que l'Europe a tout inventé, de la machine à vapeur, enfin même avant, jusqu'à ce que les technologies les plus innovantes qu'on a actuellement. Et ce coup d'avance, c'est grâce à ce coup d'avance sur les autres qu'on doit notre prospérité, et pas sur nos énergies, nos ressources primaires. Donc il est urgent de bien comprendre que c'est l'innovation qui va faire que la prospérité constituera en Europe et pas autre chose. Donc il faut absolument garder ce coup d'avance. C'est pour ça que je suis le premier supporter de Supraway depuis toujours, parce que je pense que c'est une solution. C'est la solution de transport de demain. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ça de près. une autre question ou remarque? Oui, peut-être du coup Voilà, c'est juste pour que les gens vous voient. Voilà. pour inviter Monsieur Jancovici à rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai que moi là, je suis un peu horrifié et totalement dépité de ce qui a été dit, et également des projets qui ont été présentés. C'est un petit peu comme si dans un monde où ça y est, on a les éléments qui nous permettent de savoir que la Terre est ronde, on continuerait à discuter d'une Terre plate. Et que l'avenir qui se dessine, les discussions et les projets présentés me semblent être d'une incohérence délirante. Et peut-être, je ne sais pas si c'est aussi votre point de vue. Je sens que le cocktail va être animé. Mais peut-être expliquer en quoi l'enjeu se situe peut-être à un tout autre niveau. Je vais prendre l'exemple des villes pour répondre à cette question qui a été évoquée. À l'époque où le monde était 100% ENR, Paris faisait 500 000 personnes. Et il n'y avait pas de banlieue. Donc l'agglomération parisienne, c'était 500 000 personnes. Dans un monde qui redeviendrait 100% ENR, Paris refera 500 000 personnes solvables. Donc le seul problème de l'agglomération parisienne, c'est qu'est-ce que je fais des 9 millions de personnes qui ne seront plus solvables. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un problème technique. Rien. Donc ça fait des siècles qu'on sait améliorer des objets. Très bien. On fait des voitures de plus en plus efficaces. La consommation de pétrole atteint aujourd'hui 4 milliards de tonnes par an. Elle n'a jamais été aussi élevée. On fait des avions de plus en plus efficaces. On n'a jamais consommé autant de pétrole dans les avions, etc. Donc on se trompe en pensant que la solution du futur réside dans l'amélioration de l'objet. C'est pas ça le sujet. Je vais citer un économiste que j'aime bien, qui s'appelle Ivar Ekland, qui est un des fondateurs de Dauphine, mathématicien norvégien.
et qui a dit on s'occupera sérieusement du problème du changement climatique le jour où ça cessera d'être un problème économique et où ça deviendra une norme sociale. Mais il a 100% raison. Si on en fait un problème économique, on n'ira jamais nulle part. La taxe carbone à laquelle il faudrait amener, la valeur à laquelle il faudrait amener la taxe carbone pour qu'il se passe des choses systémiques sérieuses, c'est pas 50 € la tonne, c'est 5 000 € la tonne. Jamais, avec le niveau de conscience que vous avez aujourd'hui, les gens n'accepteront un tel prix. Jamais. Donc, je suis un ardent défenseur de la fiscalité écologique, sauf que, en pratique, les mécanismes mentaux qu'on a font que c'est la réglementation qui doit gérer le problème, parce que la fiscalité, on n'arrivera jamais à exprimer des valeurs suffisantes. Je ne dis pas que l'instrument il est mauvais en soi. Je dis que non, c'est juste pour dire, je ne suis pas un ennemi de la fiscalité. Je dis juste, je suis un amoureux des solutions pratiques. Et donc cette solution-là sur l'environnement, il n'y a pas encore quelque chose qui permet. Je vais prendre un autre exemple. Donc la ville, la question c'est comment je retire le permis de construire au maire. C'est ma première question, d'accord ? Non, mais c'est ma première question. Parce que sinon, l'étalement urbain continuera, parce que chaque collectivité veut avoir plus d'administrés, parce que j'en ai une plus grosse que celle du voisin. La deuxième... oui, à peu près ça. Bon. La deuxième chose en ce qui concerne les villes, c'est qu'on n'a pas besoin de supraway. Je veux dire, vous remplacez des voitures par des vélos et vous gagnez l'espace au sol qui vous est nécessaire. Bah oui, je suis désolé. On n'a plus la possibilité... Vous êtes comme moi une élite de centre-ville qui voyez pas ce qui est en train de se passer en... On ne peut pas prendre son vélo, monsieur. Vous êtes une... Non, mais oui ou non, vous êtes une élite de centre-ville. Oui, comme moi. Bon. Je ne pensais pas que la table ronde serait aussi animée. Vous en faites souvent ? Oui, c'est un. Ah. J'ai des enfants, vous voyez, 9 et 12 ans, ils aiment le vélo. Non, mais est-ce que vous en faites souvent pour aller faire vos courses, vous déplacer, aller au travail, etc. Les gens qui prônent le vélo, c'est en général des gens qui ne sont pas chargés. On a fait un énorme travail que vous n'avez pas lu. On a fait un énorme travail que vous n'avez pas lu au Shift Project sur... Non, je ne suis pas un ayatollah du vélo. Non. Moi, je suis un ayatollah des... Je suis un ayatollah des ordres de grandeur. Je peux vous dire qu'à l'ENA, on ne sait pas ce que c'est, j'y enseigne. Je vais revenir à un truc. On a fait au Shift Project un énorme travail sur la manière de faire baisser progressivement la consommation de pétrole dans les zones de moyenne densité, ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues. Il y a tout un cocktail à mettre en place, et le facteur limitant n'est pas l'espace. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout un cocktail à mettre en place, le facteur limitant n'est pas l'espace. Je continue. En Ile-de-France, par exemple, le problème essentiel, c'est la mobilité de lointaines couronnes. C'est là où elle augmente le plus vite, et c'est 100% de la voiture, et il n'y a pas de problème d'espace. Non, mais il n'y a pas de problème d'espace. Donc les solutions sont... Oui, exactement. Donc, non, mais donc, c'est pas un problème d'infrastructure de centre-ville. Supraway, c'est un problème d'infrastructure de centre-ville. Ou de zones suffisamment denses pour que vous ayez le trafic. Parce que si vous n'avez pas le trafic, c'est pas rentable, un truc comme ça. Nous, on a bien regardé l'équation économique de la ligne la 14, c'est celle qui a enterré sous le plateau de Saclay. 18. Gagnera jamais un euro, ce truc-là. Ça gagne même pas du carbone. Donc, bon. Je crois qu'on peut faire beaucoup de lignes de Supraways avec la ligne 18. Oui, non, mais c'est juste pour dire. Oui, sauf que ça transporte 4 personnes à la fois. Il faut regarder les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que... mais il faut regarder les chiffres. Non, il faut regarder les chiffres. Vous ne discutez pas, il y a le côté... J'insiste sur un point. Il faut réfléchir avec des solutions du pauvre. Il faut réfléchir avec des solutions du pauvre. Aujourd'hui, on continue à être fasciné par des gadgets qui sont des solutions du riche. Photovoltaïque, alors je ne sais pas ce que vaut le panneau organique, je n'ai pas regardé, mais le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est pareil. On a mis en France, après l'annonce sur l'éolien offshore, on aura mis 145 milliards d'euros dans l'éolien et le solaire. 145 milliards. Avec cet argent, j'aurais offert une pompe à chaleur à tous les Français chauffés au gaz et au fioul. Tous. J'aurais économisé entre 10 et 15 milliards d'euros d'importation par an. J'aurais créé 200 000 emplois. Alors qu'en important des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, parce qu'on les importe pour remplacer du nucléaire ou on importe cacahuètes en termes d'uranium, je détruis de l'emploi macroéconomiquement, je règle absolument pas mon problème de CO2 et je règle même pas mon problème nucléaire à supposer qu'il existe parce que je vais garder mon parc de centrales en garantie, donc je vais juste baisser le facteur de charge. Donc, tous ces problèmes-là aujourd'hui sont pris à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un objectif dans sa globalité et de le décliner avec constance dans la durée, ce qui, soit dit en passant, produit un cadre économique stable pour les entrepreneurs, on fait l'exact inverse, c'est-à-dire on continue à gérer la démocratie comme un système remontant. Tu veux une autoroute, je te donne une autoroute. Tu veux une piste cyclable, je te donne une piste cyclable. Tu veux un dirigeable, je te donne un dirigeable. Tu veux un immeuble en bois, je te donne un immeuble en bois. Tu veux un aéroport, je te donne un aéroport. Tu veux une hydrolienne dans la Garonne, je t'en donne une. Et tu veux... Ben oui, je sais que c'est votre métier. Non, je sais ce que c'est qu'un élu. Monsieur
Le jour où vous ferez comme moi, c'est-à-dire quitter le privé où je gagnais 100 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, j'accepterai vos leçons de morale. Un élu, ce n'est pas que quelqu'un qui, comme vous le venez de le faire, comme un... Non, vous êtes dans un système libertaire où, évidemment, les gens qui s'engagent pour leur pays sont tous des cons, des gens malhonnêtes ou... Non, mais excusez-moi, dire je sais ce que c'est qu'un élu, c'est grave, monsieur. Là, c'est une attaque directe, je vous réponds. Moi, j'ai créé de la valeur pendant 20 ans, j'ai gagné aussi beaucoup d'argent, j'ai accepté de m'engager et monsieur, je vous le dis, à Bordeaux, on met pas des hydroliennes parce que les gens nous demandent des hydroliennes. Dire ça, c'est grave. C'est grave parce que c'est un discours populiste que monsieur Mélenchon et madame Le Pen sont en train de tenir dans ce pays. Et moi, ça me choque. Le populisme, je ne peux plus l'entendre. C'est parce que vous mettez dans le même sac les politiques. Engagez-vous, monsieur. Allez faire de la politique de terrain et expliquer des choses avec des décisions concrètes. Mais je peux vous dire que vis-à-vis de tous les élus, moi, je fais de la politique depuis très peu de temps. Donc, si vous voulez, moi, ça fait 4 ans que je suis élue. J'ai passé 25 ans dans le privé. En revanche, vis-à-vis de tous les élus qui, tous les jours, donnent leur énergie pour le bien commun, arrêtez de dire que vous avez raison, il y en a eu des élus qui disaient je veux absolument mon autoroute, mais je pense que c'est fini, vous savez, quand on a 2300 milliards de dettes maintenant, on ne va pas continuer à construire des autoroutes simplement parce que des élus le souhaitent, mais en revanche il faut une vision, et cette vision elle doit être portée par des gens qui s'engagent pour le bien commun. Vous appelez ça élu parce qu'il n'y a pas d'autre système. Il faut bien que des gens, à un moment donné, définissent pour le bien commun une vision. Et c'est pour ça qu'il y a une démocratie. Vous votez pour ceux qui portent une vision. Mais le discours totalement libertaire de les élus font n'importe quoi, moi ça me choque parce que la politique énergétique de la France, elle est aussi portée par une vision. On n'est pas toujours d'accord. Moi je ne suis pas la République en marche. Je ne suis pas là pour défendre madame. En revanche, je suis là pour respecter des gens qui travaillent avec une vision pour le pays. Et je trouve que c'est un peu choquant de résumer à ce point-là, alors qu'il y a des initiatives partout sur les territoires. Moi, je suis une farouche défendresse de la décentralisation et des initiatives de terrain. Il y a des initiatives partout qui vont au contraire générer de la valeur. Peut-être que c'est Supraways qui va supplanter demain des tramways qui sont effectivement beaucoup plus chers au kilomètre. Et tant mieux. Et moi, je soutiendrai ces innovations. Et c'est par des territoires locaux d'innovation que ces entreprises auront peut-être un avenir. Écoutez... Moi, je suis ravi de cette table ronde parce que j'avais une émission favorite sur TF1 avec Michel Pollack, mais là, franchement, la télé a sceptisé. Là, ce soir, on a eu vraiment un grand débat. Moi, je vais pas exposer le temps parce qu'on a promis de libérer la salle, pas trop tard, mais je vais laisser la parole à Madame la députée. Mais moi, ce que je veux ce soir, c'est que chacun sorte en disant, bon, on est tout de même dans un pays où on peut faire les choses. Jean-Marc ne peut pas me contredire. Par contre, je rejoins Jean-Marc. Le monde des bisounours, je vais vous le dire, la vraie monde du bisounours, c'est d'acheter une voiture qui fait plus de 2 tonnes, qui va jusqu'à 240 km/h et qui fait 10 litres au 100. Aujourd'hui, et c'est dans le programme The Shift Project, c'est une voiture qui fait 2 litres au 100, qui ne doit pas dépasser les 160 km/h, qui en centre-ville doit être entièrement électrique, et qui doit utiliser un moteur à essence. Donc je pense qu'il faut qu'au niveau local et national, avec les entrepreneurs, on mette en place des solutions. Mais nos amis entrepreneurs l'ont clairement dit. À un moment donné, une fois qu'on a fait le Love Money, qu'on a vérifié la fiabilité au niveau technique, au niveau ingénierie, au niveau financier, à un moment donné, il faut qu'ils franchissent. Et là, c'est un appel à l'urgence au niveau local et national. Les entreprises qu'on a présentées, les architectes qu'on a présentés ont des initiatives qui méritent d'être financées avec des fonds propres largement plus conséquents. J'espère que les lois gouvernementales vont le favoriser. J'espère que la politique de Bordeaux va favoriser ça. Et j'espère un jour prouver le contraire, que Supraways ou Hill Energy ou le dirigeable peut être une solution. Maintenant, je crois qu'on a un point commun, c'est qu'on est en France et que c'est à nous de montrer l'exemple. Parce que si on réussit à le faire en France, à se mettre d'accord, ce qui n'est pas facile dans le village d'Astérix, je pense qu'on peut montrer l'exemple au monde entier. Je laisse la parole à Madame la députée et Éric Lemaire qui va ensuite conclure cette table ronde. Juste pour conclure de façon un peu plus sereine en tout cas, et peut-être un peu faire un clin d'œil, moi je crois que cette table ronde a complètement dérapé puisque j'étais venue vous parler de captage du CO2, de stockage des énergies vertes via l'hydrogène. Donc bon, on n'a absolument pas parlé de ces sujets-là qui sont aussi des sujets d'innovation.
et de recherche. Juste vous dire que je suis effectivement élue puisque je suis députée, mais que j'ai des moutons d'Ouessant pour ne plus utiliser de tondeuse, que je fais mes propres yaourts, que mon carton ne part pas en filière recyclable mais me sert au pied des arbres pour pas que l'herbe repousse, que j'ai des poules, voilà. Donc je pense que voilà, que tout reste à inventer et qu'on peut être élu et voilà, et ne pas prôner la décroissance, mais en tout cas chercher de nouveaux modèles pour voilà, pour vivre bien. Voilà, c'est tout. Bon, je laisse le mot de conclusion à Éric Lemaire. Et n'hésitez pas, il y a des questions encore possibles au niveau du cocktail. Surtout, faisons le village d'Astérix en fin de BD, s'il vous plaît. Où tout le monde mange ensemble. Et pas la bataille de poissons juste avant. Ah, c'est moi. Je fais panoramique. Mais en tout cas, moi, je suis ravi de ce débat parce que ça prouve que c'est pas simple. C'est pas simple. Bonsoir à tous. Bon, on s'y attendait un peu, hein, on l'avait fait un tout petit peu exprès. On fait un petit peu un remake de la scène de Terminator où vous avez les humains qui expliquent à Terminator les différentes solutions pour éviter Armageddon, et puis ça dure. Et puis à la fin, Schwarzenegger répond « Armageddon est inévitable ». Et c'est ce qu'on a eu pendant ce débat, c'est un peu ce qui s'est passé. Quand je discute de ça avec certains d'entre vous d'ailleurs qui sont dans la salle, une fois qu'on a passé le déni sur le fait que les ressources naturelles vont fatalement s'épuiser, la question arrive toujours, bon, qu'est-ce que je fais pour y échapper? On ne parle plus des baleines, on ne parle plus de l'ours, on ne parle plus des abeilles, on s'occupe de soi-même. C'est pour ça qu'on avait un peu placé cette conférence sur le thème de l'entreprise, de l'entrepreneur et d'aller chercher des solutions, parce que c'est ça concrètement que les gens nous demandent. Vous avez vu, aujourd'hui, on a présenté un certain nombre de solutions. Je sais bien, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de solution du tout, en tout cas pas dans la technologie. C'est peut-être vrai. Et d'ailleurs, il y a peut-être des entrepreneurs qu'on n'a pas invités aujourd'hui qui ont des solutions dans d'autres domaines. Et puis, je sais que Jean-Marc, dans son programme, a aussi des solutions concrètes de court terme. Hein. Bien sûr, mais évidemment. Mais c'est pour ça que je voulais le dire. C'est pour ça qu'on a commencé par présenter cela. Et vous avez pu voir, bon, on a la chance d'avoir un entrepreneur qui a trouvé des fonds. Ils ont deux problèmes, ces entrepreneurs, c'est qu'ils ont beaucoup de mal. Ce sont des projets industriels. Ils ont besoin de 3 à 10 millions d'euros. Moi, je suis dans l'informatique. Quand je lance un projet, j'ai besoin de 200 000 euros. Il y a tout le circuit de financement nécessaire pour ça. C'est formidable et ça marche. Bon. Dans l'industrie, il y a plein de trous dans la raquette. Il faut qu'on ait un système qui permette de faire ce type de levée de fonds comme ça existe aux États-Unis, où il y a des gens qui ont fait des projets qui ne sont pas durables des masses, par exemple SpaceX et Tesla, mais ils se sont fait financer par la commande publique et ça fait des entreprises énormes. Et ce sont ces gens-là qui, des fois, rachètent des pépites. Il y a une ou deux des entreprises qu'on voulait inviter aujourd'hui, on n'a même pas eu le temps de les inviter, elles ont déjà été rachetées. Donc c'est ciao, bye bye. Voilà. Ça, c'est quelque part le travail du gouvernement. Et il y a une deuxième partie du travail du gouvernement. On a beaucoup parlé de fiscalité verte. Moi, personnellement, j'ai un doute sur la fiscalité verte. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre un exemple. Au cours des 40 dernières années, on a diminué par 4 le nombre de morts sur les routes. Comment on a fait? Est-ce qu'on a augmenté le prix du pétrole sur les routes? On a augmenté le prix de l'essence. Est-ce que c'est ça qui a fait baisser le nombre de morts? Non. Est-ce qu'on a dit si vous avez envie de rouler en ayant pris de la drogue, par exemple, vous payez une vignette spéciale. Au lieu d'être la vignette verte, ça aurait pu être la vignette bleue, par exemple. Vous payez une vignette spéciale et puis vous avez le droit de rouler en ayant... non, on n'a pas fait ça non plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la réglementation, on a fait des voitures plus sûres, on a obligé les constructeurs à le faire, on a fait des conducteurs mieux formés et on les a obligés à respecter le code de la route. Et puis comme par hasard, on a obtenu un résultat. Donc nous, personnellement, on croit plus à la réglementation qu'à la fiscalité. Même si c'est vrai que les radars rapportent un peu d'argent, mais par rapport au rapport de la TIPP, c'est pas grand-chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que l'État n'est pas tout seul. L'État, quelque part, c'est nous. Donc, nous, il faut qu'on fasse quelque chose aussi. Alors, Madame la députée a dit qu'elle aussi, elle faisait quelque chose, et on peut tous faire quelque chose. Alors, j'ai
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les Gaulois. Bon, moi, je ne me sens pas concerné, je suis d'origine belge. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut manger moins de viande, il faut se déplacer moins, il faut isoler sa maison, il faut avoir une pompe à chaleur. Enfin, on en a parlé un petit peu là. On connaît déjà les solutions. La bonne nouvelle, c'est que quand vous y mettez, moi je pratique la frugalité heureuse, et bien quand vous y mettez, c'est de plus en plus facile au fur et à mesure. Et en plus, pour le porte-monnaie, c'est absolument formidable. Et donc, moi qui pense un petit peu à moi de temps en temps, l'économie du porte-monnaie, je pense que ça marche pas mal en fait pour motiver les gens. Il y a juste un problème là-dedans, et c'est un petit peu pour ça qu'on a présenté à toutes les entreprises aujourd'hui, c'est que les actions personnelles, ça suffit pas. À moins de sortir du système, entre guillemets, on peut diviser son empreinte par 2, par 3, par 4 tout seul parce qu'on est dans un système carboné. Donc il faut qu'on sorte d'un système carboné. Et pour ça, il faut de la recherche, il faut des entrepreneurs, et puis il faut des décisions politiques, et puis il faut surtout un changement de culture. Il y a visiblement dans la salle des gens qui sont décroissantistes, c'est peut-être eux qui ont raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va être obligé de changer de culture et on va être obligé de changer de contexte. Alors, vous pouvez compter sur nous, la FTPE, on va continuer de promouvoir des actions innovantes. Certaines vont marcher, certaines ne vont pas marcher. Il y a peut-être des projets qui sont absurdes et peut-être d'autres qui sont formidables, qui n'étaient pas là aujourd'hui. On verra bien. On va également harceler les pouvoirs publics pour modifier le contexte, peut-être un peu moins de taxes, un peu plus de réglementation. Et ce qui est sûr, c'est que les gens qui vont prendre ce virage, ils vont moins souffrir, ils vont gagner plus et ils auront leur place au soleil. Alors, j'encourage vivement cette direction. Pour conclure, pour ceux qui sont comme Jean-Marc ou les gens dans la salle qui croient à la décroissance, je voulais juste avoir une conclusion humoristique sous forme d'une situation légèrement modifiée de Churchill. Lorsqu'on doit traverser l'enfer, la meilleure solution, c'est de se mettre à courir. Je vous remercie. Merci à tous.